Bonjour à tous et bienvenue sur U2P TV pour cette troisième journée en direct du Salon des maires et des collectivités locales. C'est un vrai plaisir de vous accueillir et merci pour votre fidélité à toutes les émissions que nous vous avons déjà proposées hier et avant-hier. Et je rappelle que vous pouvez les voir et les revoir sur udp-tv.fr ou bien sur tous les réseaux sociaux de l'U2P. N'hésitez pas à les commenter, à les liker, à les partager. Ça nous fera évidemment un immense plaisir puisque nous avons nous-mêmes un grand plaisir à vous accueillir ici et à parler de plein de thématiques. Et celle-ci, nous ne l'avons pas encore abordée, c'est la transition numérique des entreprises de proximité qui n'est plus du tout une option. C'est vraiment une question de survie. On parle de dématérialisation, de facturation électronique, d'outils collaboratifs, de cybersécurité bien sûr, de relations clients digitalisées et d'intelligence artificielle. Il va en être beaucoup question sur ce plateau. On va en parler avec nos invités. Jean-Michel Woolkoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, secrétaire général de l'UNAPL et président de la commission intelligence artificielle de l'UNAPL. Et Aurélien Palix est avec nous. Bonjour. Bonjour. Sous-directeur des réseaux et des usages numériques au sein de la direction générale des entreprises. Un chiffre peut-être pour commencer avec ce baromètre France Num, la dernière édition 2025, qui nous dit que plus de 3/4 des dirigeants de TPE, PME, 78% très exactement, estiment que le numérique représente un réel bénéfice pour leur entreprise. Et c'est une proportion comparable à celle des années précédentes. Aurélien Palix, malgré tout, pour les artisans et les commerçants, et les professions libérales aussi, est-ce que vous estimez que le numérique est exploité à son plein potentiel? Ou est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense qu'on peut faire mieux. Déjà, vous dites qu'il y a 78% qui considèrent que le numérique peut leur apporter un bénéfice. Ça veut dire qu'il y en a quand même encore 22% qui considèrent que ça leur apportera rien. Donc il nous reste encore 22% d'entrepreneurs à convaincre. Et ces gens-là, pour les convaincre, il faut notamment leur montrer que le numérique peut vraiment répondre à leurs besoins du quotidien, à répondre à lever des points de blocage qui leur pèsent au quotidien. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas avec France Num. C'est vraiment d'une part d'essayer de convaincre ceux qui restent encore à convaincre et ceux qui se numérisent et qui sont en train d'engager un processus de numérisation, c'est vraiment qu'ils se numérisent bien. Parce que se numériser pour se numériser, ça ne sert à rien. L'idée c'est de vraiment numériser pour répondre aux besoins du quotidien des entreprises. Donc typiquement, gagner du temps en ayant un service, comme vous l'avez dit, des services de facturation électronique plus efficaces pour gagner du temps et fluidifier ses relations avec toutes ces parties prenantes. Mettre en place de l'IA pour mieux anticiper quelles seront les tendances ou comment mieux gérer leur stock, comment mieux gérer leur approche client également. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de les accompagner au mieux sur ces sujets-là. Il y a un problème effectivement d'information et de formation aussi, parce que beaucoup de ces artisans, commerçants, libéraux vous disent « Bon, c'est un petit peu compliqué votre histoire, moi là j'ai un cahier devant moi et un stylo, on va continuer à faire ça comme avant, c'est quand même très bien. » Donc en fait, il faut convaincre tout le temps qu'effectivement les outils déjà sont peu chers, certains en tout cas, et puis surtout qui nous permettent d'aller plus loin et plus vite. Oui, exactement. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Donc France Num, pour rappel, c'est une initiative partenariale avec beaucoup de partenaires, dont l'UDP, mais aussi les régions, aussi les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et d'artisanat. Pour vraiment, l'idée, c'est d'avoir une collectivité sur le numérique pour vraiment pouvoir aller voir le maximum d'entreprises et justement les convaincre et essayer de leur montrer via des vrais cas d'usage qui ont été éprouvés, que le numérique peut leur apporter des solutions. Ouais. Jean-Michel Woolkoff, pour les professions libérales et notamment pour les architectes, puisque je me rappelle de mon grand-père qui lui-même était architecte, il avait un gros cahier et il faisait tout à la main et à la machine à écrire. Et quand l'ordinateur est arrivé, il était vraiment hors de question qu'il y touche. Et est-ce que justement pour tous ces libéraux qui travaillent seuls, notamment la tentation est pas justement de faire comme on a toujours fait, et c'est ceux-là qui restent un petit peu sur le bord de la route? Alors, non, pas du tout. Les professionnels libéraux, d'ailleurs, ne travaillent pas forcément tout seuls. C'est effectivement une partie, mais pas tant que ça. C'est vraiment c'est aussi vraiment des chefs d'entreprise, et c'est des entreprises qui se dirigent des fois de plusieurs dizaines de salariés. La plus grosse agence d'architectes fait 600 personnes, donc c'est une grosse machine. Non, la transition numérique, de toute façon, elle s'est faite déjà dans les années 90, quand on est passé à l'ordinateur, bien évidemment, comme toutes les professions. Et puis après, dans le cas des architectes, ça a été la 2D, puis la 3D. Et là, l'IA, c'est la révolution 3.0. Ça, c'est sûr que c'est un vrai changement après la maquette numérique. Mais toutes les professions se mettent à l'IA, et comme vous le disiez, ou à la transition numérique, et comme vous le disiez, il y a vraiment deux aspects. Le premier, c'est celui de l'information. Il faut informer, c'est les trois règles. Et le deuxième, c'est la formation.
Il faut former. Voilà, ça c'est vraiment le cas dans toutes les professions. Mais on va vous dire, oui, mais moi j'ai pas le temps, j'ai un système qui marche bien, mon logiciel c'est le même, mais on le connaît. C'est le premier écueil, ça. Le premier écueil, et on le voit dans les enquêtes qui ont été faites au sein de l'UNAPL et de l'UDP, sur l'utilisation des outils numériques et notamment de l'intelligence artificielle. Il y a des réticences qui sont souvent liées, c'est pas paradoxalement, mais par rapport à l'âge des personnes. Effectivement, plus les personnes sont avancées dans leur vie professionnelle, plus la remise en question est difficile, mais ça c'est propre à toutes les professions. Et puis la deuxième, c'est la disparité homme-femme. Il y a, comme on dirait, des fois une petite perte de pouvoir chez les hommes de dire il y a un outil que je ne maîtrise pas. Et les femmes sont beaucoup plus réceptives souvent à l'intelligence artificielle et à l'utilisation des outils numériques que les hommes. Alors, ce n'est pas une généralité, mais c'est ce qu'on a vu. C'est une tendance. C'est une tendance, c'est ce qu'on a vu dans nos enquêtes. Mais le but, de toute façon, toutes les professions ont bien compris l'intérêt de la numérisation. On parle effectivement de la facturation électronique, c'est un premier pas, mais vous avez toute la numérisation et la gestion électronique des documents qui est déjà arrivée il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, on est sur l'IA. Et on voit les gains de productivité que l'on a en utilisant l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Alors justement, parlons-en de l'IA parce qu'elle est au cœur de nos quotidiens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans nos téléphones portables. Ça y est, elle est partout. Le problème, c'est qu'on doit encore s'en méfier. Notamment en termes d'information. En tant que journaliste, on est très attentif à ça, évidemment. Mais de quelle manière l'IA se déploie dans votre secteur? J'imagine, voilà, vous devez faire les plans d'une maison. Vous pouvez demander à l'IA de vous faire une base via un prompt spécifique? Alors, on peut demander à l'IA de faire un prompt spécifique. C'est d'ailleurs ce qui change notre relation client. D'ailleurs, parce qu'on se retrouve à faire des propositions et puis les clients retravaillent notre proposition grâce à l'IA et nous disent « Voilà l'image que j'ai faite grâce à l'IA ». Et là, on leur dit de temps en temps, ça ne peut pas se construire, c'est pas possible. Ça, c'est qu'il faut quand même des garde-fous. Hein. Mais il faut des garde-fous. Et en fait, dans toutes les professions, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les fonctions support, effectivement, elles sont impactées, sont concernées par l'IA. Toutes les missions de base dans les professions libérales, dans l'analyse, l'IA est un gros support. Et justement, elle nous permet de développer notre expertise. Et c'est de garder du temps pour l'expertise. Et ce qui fera vraiment la force des professions libérales, c'est cette capacité à analyser les données de l'IA, les vérifier, parce qu'effectivement, de temps en temps, il y a des erreurs, de les vérifier et de pouvoir dire, moi, en tant qu'expert dans le domaine, et ce n'est pas que celui des architectes, ça peut être les médecins, des avocats, peu importe, de dire, là, effectivement, on peut identifier un certain nombre de problématiques ou on peut aller dans telle ou telle direction. L'IA est un gain de temps, mais par contre, renforce l'expertise. Oui. Et il faut l'utiliser comme un renforcement d'expertise des professionnels libéraux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'IA est encore regardée un peu avec méfiance pour beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore tout à fait la structure ou les personnes pour l'accueillir. Donc je pense aux artisans, commerçants qui sont peu nombreux parfois dans certains commerces qui se disent « Oh là là, moi je ne touche pas à ça parce que je vais faire une bêtise » ou « ça va prendre le pas ». Néanmoins, on peut faire des choses assez incroyables aujourd'hui. Ça peut aider les artisans, commerçants et libéraux dans leur quotidien. Encore une fois, et je reprends ce que vous venez de dire, pour renforcer son expertise. C'est-à-dire que d'un coup, l'IA, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait précise, elle renforce l'humain. C'est un peu ça. Oui, clairement, et il faut vraiment voir l'IA comme un outil, un accélérateur, mais pas forcément quelque chose qui va remplacer, qui va totalement remplacer. Bien évidemment, certaines professions vont être touchées, mais c'est pas le plus grand, la généralité. Et la majorité des professionnels vont pouvoir vraiment être aidés par l'IA, que ce soit l'IA générative, mais que ce soit aussi d'autres types de technologies. Nous, ce qu'on essaie de faire, encore une fois, c'est à la direction générale des entreprises et donc avec le plan Oser l'IA, c'est justement d'essayer encore une fois, de convaincre toutes les entreprises de tester l'IA et d'utiliser, de se concentrer sur des cas d'usage vraiment les plus concrets, les plus éprouvés. Donc on est en train d'élaborer avec BPI France un référentiel des cas d'usage qui ont vraiment marché et qui pourront vraiment aider les entreprises à mieux comprendre qu'est-ce que moi, je suis un commerçant, je suis un avocat. Qu'est-ce que l'IA peut m'apporter? Alors justement, si on prend un cas d'usage, par exemple, parce que nous avons des boulangers, nous avons des bouchers, des charcutiers, des traiteurs, nous avons des fromagers qui nous regardent, nous avons des libéraux. Si on prend un boulanger aujourd'hui en région, en campagne, dans un territoire rural, qu'est-ce que l'IA peut lui apporter concrètement aujourd'hui dans son quotidien?
Elle peut lui apporter. Je vous donnerai la parole après. Elle peut lui apporter beaucoup de choses. Tout dépend aussi quel est le besoin qu'il veut. Est-ce qu'il veut avoir une meilleure prédiction de ses ventes parce que peut-être qu'il y a de la saisonnalité. Et donc dans ce cas-là, l'IA va peut-être l'aider à mieux anticiper quelle va être sa demande sur tel ou tel type de pâtisserie, de produits, oui. etc. pour pouvoir justement anticiper et préparer justement préparer au mieux ses commandes et ses approvisionnements. Elle peut l'aider à faire du marketing digital beaucoup plus facilement. Oui, donc en générant des visuels, des jolis visuels, voilà. Selon l'automne par exemple ou Noël. Exactement. Effectivement, en quelques prompts, on peut avoir des trucs pour les réseaux sociaux. Donc voilà, donc il y a vraiment toute une panoplie d'usages. Et l'idée, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire et de constituer justement, c'est vraiment d'aller voir sur le terrain toutes les entreprises qui utilisent de l'IA pour pouvoir ensuite en faire des ambassadeurs et des témoins auprès des autres entreprises pour dire regardez, moi j'ai utilisé de l'IA pour faire ça et ça a vraiment marché. Alors si en plus la solution est française, c'est encore mieux. C'est ce que j'allais vous dire, parce que la question aussi derrière, c'est quelle IA ? Est-ce qu'on va sur ChatGPT ? Est-ce qu'on va sur OpenAI la version française Mistral, merci. Mistral, la version française. Est-ce qu'il y a une IA étatique ou sectorielle même qui pourrait être l'IA des boulangers, par exemple ? Ça pose un problème aussi, ça. Enfin, question en tout cas, ça pose question. Ça pose question. Effectivement, l'IA a été utile, vous parliez tout à l'heure des boulangers. L'effet Covid a amené aussi un certain nombre de choses, et je reviendrai sur votre question après, mais l'effet Covid, j'ai l'exemple d'un fromager qui, après la phase Covid, et avec le développement de l'IA et de la numérisation, fait 40% de ses ventes sur Internet, un fromager. Et il expédie dans toute la France. Donc c'est aussi l'utilisation du numérique pour une entreprise vraiment traditionnelle et artisanale. Alors après, la question de l'éthique de l'IA, bien évidemment, se pose. On a effectivement les trois grandes IA aujourd'hui. Enfin, il y a plusieurs, mais dans les trois grandes, il y a Gemini, il y a ChatGPT et puis il y a Mistral pour les Français. Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sont en demande d'éthique et de vérification des données. Ce que ne perçoivent pas les personnes quand ils utilisent l'IA, c'est qu'à partir du moment où ils envoient des données ou qu'ils mettent des éléments sur le web à travers l'IA, elles deviennent publiques puisque ça devient un référentiel. Et puis surtout, elles nourrissent l'IA pour de nouvelles réponses pour eux ou pour d'autres. Tout à fait. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la formation et sur l'information. Il faut aujourd'hui aussi former les collaborateurs parce que la décision d'une direction de dire j'utilise l'IA, pas de problème, mais en fait, comment elle s'est utilisée par les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise ? Et si effectivement il y a des fuites de données, mais par méconnaissance, oui. Simplement, oui. Sensible, ça veut dire qu'on fragilise aussi l'entreprise. Et c'est ce qu'on voit en fait dans l'utilisation de l'IA aujourd'hui. C'est en fait une reprise en main par les équipes de direction de l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Comment on l'utilise, quelle méthode on met en place, quitte à créer pour les plus importantes une IA propre à l'entreprise. Alors je parle des grands groupes parce que quand on descend au niveau de l'artisan et du commerçant, c'est pas possible. Mais par contre, il y a quand même une utilisation de l'IA embarquée dans les logiciels que l'on utilise. Et c'est ça en fait aussi qui va faire un bond en avant pour les professions libérales et puis les artisans, les commerçants. C'est en fait l'intelligence artificielle qui est mise à l'intérieur des logiciels que l'on utilise. Ça peut être un logiciel de caisse, ça peut être un logiciel de prédiction de vente, ça peut être un logiciel d'achat. Une messagerie. Une messagerie. J'ai vu une démonstration l'année dernière d'une messagerie pour les artisans sur WhatsApp où ils se promenaient dans une pièce, ils dictaient en WhatsApp le devis ressortait, était envoyé directement aux clients, ça préparait leur commande, ils faisaient leur chantier, ça prépare la facturation. Sur une messagerie WhatsApp avec de l'IA. Gratuite ? Non, payante, voilà. Sur une solution payante. Mais il faut bien à un moment qu'on accepte aussi de payer un peu le développement. C'est une des autres questions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'IA sont gratuites, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, on ne peut pas générer non plus 150 prompts, mais néanmoins, on a cette habitude, finalement, de pouvoir gérer des outils numériques gratuits. Et parfois, l'un des arguments d'un artisan qui est peut-être tout seul dans sa boutique, se dire mais moi j'ai pas l'argent pour rajouter en plus. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller ? L'idée, encore une fois, comme je le disais dans le référentiel des cas d'usage qu'on essaie de construire, je suis désolé, je ne peux pas le dire, on ne sait pas encore exactement quand on pourra le publier, mais on espère début 26. Il y a aussi une logique de témoignage sur le retour sur investissement. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, et comme vous le disiez très bien, il faut quand même avoir un petit moment consentir à payer si on sait qu'on va quand même gagner en productivité. Réussir à faire des devis via juste un système de dictée, je pense que c'est un gain de temps considérable. Je pense que pour le coup, un artisan,
auraient quand même probablement intérêt à payer une licence pour, bien évidemment, il ne faut pas que le prix soit complètement exorbitant, mais en tout cas, le gain de productivité, il est clair, il est direct, et donc là, il faut réussir à avoir un petit consentement à payer. Pour revenir sur le sujet de la confiance, je pense qu'il faut aussi, ça nous occupe aussi beaucoup, il y a un cadre réglementaire au niveau européen sur l'IA, qui encadre aussi l'IA, qui encadre aussi des normes sur la transparence, et donc il faut quand même aussi avoir confiance dans le fait que, au moins en Europe, l'IA qui va se développer, c'est pas une IA complètement débridée dans laquelle donc il y a quand même une gestion des risques, une gestion de l'IA qui va se faire dans un cadre le plus éthique possible. Mais la question justement, si un boucher par exemple nous regarde et dit mais moi je choisis quelle IA aujourd'hui ? ChatGPT, c'est peut-être celle qui marche entre guillemets le mieux, en tout cas c'est la plus répandue, sauf que elle n'est pas française. Mistral, bon oui ça fonctionne mais on ne sait pas trop non plus, donc vous leur conseilleriez quoi aujourd'hui, d'aller sur quoi ? Alors je ne vais pas faire de publicité pour telle ou telle IA, mais il faut effectivement qu'ils essaient de regarder quelle est l'IA qui répond en tout cas, si on parle d'IA générative, quelle est l'IA générative qui répond le mieux ? Donc il faut qu'ils fassent des tests sur les solutions gratuites pour savoir déjà quelle est, selon eux, la plus efficace. Et ensuite, il faut effectivement regarder les conditions générales, ça c'est important, savoir justement quel est le traitement des données. Forcément, si on le fait de manière gratuite, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même des risques que les données soient de toute façon, la gratuité, il y a toujours... Rien n'est gratuit. Hein. Voilà, donc, rien n'est gratuit. En fait, le produit, c'est nous. Si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. Et si on paye, pour le coup, on peut avoir des solutions. Alors bien évidemment, pour un artisan, ça peut devenir assez vite très cher, mais effectivement, pour des entreprises un petit peu plus grosses, il y a des possibilités de faire de l'adaptation du modèle à leur business model pour vraiment réentraîner le modèle et l'affiner sur les données qu'ils ont en propre et s'assurer qu'effectivement, il y a une rétention des données et une bonne sécurisation des données. Donc ça, il faut vraiment effectivement regarder tous ces enjeux-là à la fois et faire ensuite la balance entre efficacité et protection de ces données. Pour conclure, Jean-Michel Woolcoff, est-ce que vous pouvez nous donner un dernier argument pour engager toutes celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore passé le pas parce que pour tout ce qui est logiciel, je pense que quand même beaucoup y sont déjà, par choix ou par obligation, mais peut-être sur l'IA, les convaincre que ça peut vraiment changer leur vie en Alors ça réalité. peut changer leur vie. Je vais vous donner juste un petit exemple et puis je finirai par mon mot de la fin. Un petit exemple. Quand vous êtes architecte, vous répondez à des appels d'offres et vous faites des notes méthodologiques pour présenter votre projet dans le cadre d'un appel d'offres. Une belle note méthodologique, c'était globalement 2 jours entre la connaissance du sujet, les images, l'écriture et tout. Aujourd'hui avec l'IA, on passe 2 heures. Je pense que en vous disant ça, j'ai tout dit. C'est l'argument ultime. C'est l'argument ultime. Ouais. Je dirais simplement, tout chef d'entreprise, profession libérale, artisan, commerçant, doit se poser la question, combien ça coûte, combien je gagne ? C'est pour les quelques dizaines d'euros par mois, on gagne des heures de travail. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau du 2PTV pour parler de cette question évidemment très très importante. Merci à vous chers amis. C'est donc le début de cette 3e journée sur le Salon des maires et des collectivités locales. On continue jusqu'à 13h de vous informer sur U2PTV. Alors à tout de suite.